Donc le but de ma communication, c'est tout simplement pour un peu inciter beaucoup plus, d'abord poser la problématique de tout dosage et de tout suivi thérapeutique, quelle que soit la discipline, et de voir à peu près l'intérêt et un peu la difficulté, très souvent remarquée à travers mes communications, que ce soit je parlerai de ma spécialité donc, en tant que toxicologue, avec les cliniciens. Donc on a même parfois des difficultés à communiquer avec des légistes, avec des internistes, les cardiologues, et maintenant donc souvent avec un peu les greffeurs ou bien les néphrologues. Je commencerai rapidement, donc je vais passer sur certaines slides rapidement, c'est pour vous montrer à peu près donc, la place du suivi thérapeutique au niveau du laboratoire de toxicologie, où le suivi thérapeutique représente à peu près 32% de l'activité du service, suivi un peu avec donc, le développement des techniques. Maintenant, il y a un suivi qui pose beaucoup de problèmes, c'est un peu la pharmacodépendance, et dans le cadre, donc, depuis l'installation de ce qu'on appelait avant le CIST, le centre d'écoute, maintenant qu'on appelle le CISA plus exactement, dans le cas de la toxicomanie, donc ça prend beaucoup de place. Et il y a une activité qui a tendance à disparaître parce qu'il n'y a pas de communication entre les toxicologues et les médecins du travail. Donc ça pose beaucoup de problèmes maintenant dans ce cas de suivi. Et parfois, les demandes sont aléatoires, vu un peu les budgets qui rétrécissent, donc on préfère ne pas engager certains examens. Le suivi thérapeutique, donc, est une spécialité clinique qui est pluridisciplinaire. Elle permet, ça c'est une définition, d'améliorer la prise en charge et le but est d'individualiser un peu les doses ou les posologies. Donc, maintenant, tout dépend à qui on s'adresse selon les pathologies. Est-ce qu'on s'adresse à une population générale ou à une population qui est un peu plus spécifique? Avant, donc, on parlait beaucoup plus, maintenant, STP en français, c'était TDM en l'occurrence, qui vient du mot latin, donc, monir, qui signifie donc avertir, rappeler beaucoup plus, c'est qui nécessite une surveillance. Pourquoi une surveillance? C'est très souvent pour diminuer le taux d'échec, surtout, qui peut être inhérent à plusieurs facteurs, en l'occurrence chez nous beaucoup plus, quand on a fait une étude à travers certains patients, c'est l'inobservance, beaucoup plus, certains malades, donc, prend un médicament aujourd'hui, ne le prend pas, prend cette semaine, parfois il y a des pénuries, etc. Et très souvent a un problème de moyens et donc à l'administration de doses insuffisantes. Sinon, elle a le but de diminuer la fréquence des effets indésirables et toxiques. Maintenant, est-ce on se doit de faire un suivi thérapeutique pour tous les médicaments ou quels médicaments? Généralement, donc, on a deux questions. Est-ce qu'on peut établir une relation entre la concentration ou l'effet ou dose-effet? Bon, si on peut le faire, tant mieux. Très souvent, c'est très difficile à établir la relation entre les concentrations, comme vous allez le voir pour certaines molécules, et la molécule que je vais présenter aujourd'hui, le tacrolimus, c'est très difficile d'établir cette relation. Parfois, il est plus simple. La communication qui a été faite en fin de matinée, pour certaines molécules, il suffit d'adapter des posologies en fonction de l'effet, de la réponse du malade, comme par exemple certains anticoagulants, les diurétiques, etc. Donc on n'a pas besoin de faire un suivi thérapeutique. Donc, quels sont les médicaments? Il y a des critères, et là, donc, c'est une zone thérapeutique étroite. Parfois, on a un problème de relation dose-effet. Parfois, on a des effets secondaires qui sont suspectés. Et très souvent, pour ces malades, c'est parce qu'il y a une polythérapie, et de ce fait, il y a des interactions médicamenteuses. Dans le cas, donc, il y a toute une panoplie. Et dans le cadre de notre travail, c'est les immunosuppresseurs. Maintenant, la question, on parlait de médicaments. Est-ce que donc on se doit de le faire pour tous les patients? Donc la question, il y a une double question qui est bijective. Est-ce que tous les patients, on doit le faire pour tous les patients en choisissant quelques classes thérapeutiques? Sinon, c'est l'inverse. Est-ce que c'est toute la population pour la plupart des médicaments, ou pardon, une population particulière pour tous les médicaments? Donc, c'est devenu, dans certains cas, adapter une posologie, c'est devenu un casse-tête chinois. Donc, pour le tacrolimus, la problématique est qu'on a un index thérapeutique qui est faible, une toxicité qui est quand même assez importante, beaucoup d'interactions médicamenteuses, et le gros problème qui, à mon sens,
ça sera le fruit de cet exposé, une recommandation, c'est qu'il y a une variabilité inter- et intra-individuelle qui pose le plus gros problème, et surtout dans le cadre de la pharmacocinétique. Donc, très souvent, on a un échec thérapeutique parce qu'on adapte mal, donc on établit mal la relation dose-effet. Sinon, on a des effets toxiques pour une même dose, et vous allez le voir, que très souvent, parce que pour la même dose, on a des sujets qui répondent totalement, de façon ou diamétralement opposée. D'accord ? Cette communication, donc, normalement, devait être précédée par la communication du docteur Boudia, qui a fait un peu un laïus, ou qui peut-être ma consoeur va le faire, sur le métabolisme, parce que j'estime que je ne vais pas m'attarder. C'est pour dire que la majorité donc, des médicaments sont métabolisés par la cytochrome, la P450, essentiellement la 3A4, dont elle intervient dans plus de 50% du métabolisme des médicaments. Et que le problème, que c'est cette cytochrome est soumise à un polymorphisme génétique. Notre travail. Donc, dans le travail, on a donc vu, on a eu à peu près donc 70% de malades hommes suivis qui étaient sous tacrolimus, dont 30% de femmes avec un sexe ratio de 2,33. Les malades suivis sont venus un peu de partout, depuis, un peu à l'époque, donc majoritairement, qui étaient avant, parce que maintenant je suis un peu déçu, il y a moins de malades greffés au niveau de l'EHS d'Arcy, qui est un des centres, normalement, qui est censé être un des centres référents. Donc la majorité, également, une bonne partie était émanée de la Jordanie. Certains étaient greffés à Alger, qu'on suit, et d'autres, bon, un peu partout, soit de Annaba, soit de Batna. Des malades, donc, généralement, qu'on a vus, donc, qui sont suivis, on a fait donc une répartition du nombre de greffés, donc, et le plus souvent, donc, ce suivi a commencé depuis à peu près 1987, et c'était beaucoup plus des malades. On avait une majorité sous cyclo par rapport à la tacro, et on va dire que la tacro a commencé à partir de 2006. Il y a eu quelques malades qu'on a perdus, malheureusement. C'était donc des greffés qui étaient faits sur cadavres. On a fait une répartition pour établir cette relation dose-effet, concentration-effet. On les a répartis selon donc un intervalle thérapeutique fixé par un consensus européen en 2009. Donc, pour établir, il y a des concentrations, parce que les concentrations sont variables en fonction de la dose, et qu'il y a donc inférieurs à 3 mois et une année, et au-delà d'une année. Je vais expliquer pourquoi. Parce que donc il y a un problème de dose et de concentration, mais le gros problème, c'est qu'il y a également des malades qui étaient très peu sous tacrolimus, parce que c'était des malades qui étaient beaucoup plus sous trithérapie ou bithérapie. Pourquoi cette relation? Parce qu'on en constate que généralement, ce qui est établi toujours par ce consensus, c'est que le malade greffé inférieur à 3 mois reçoit des doses beaucoup plus importantes par rapport au malade greffé moins. Donc la posologie est régressive. Soit vous allez voir qu'on a un gros problème sur le plan de métabolisme, que plus la posologie diminue, eh bien, on va constater que le métabolisme est inversement proportionnel, c'est que le métabolisme va faire défaut. Et c'est ce qui va poser un problème. On a essayé d'établir une relation dose par rapport au poids. C'est vrai qu'on a constaté que cette corrélation est positive, mais elle est totalement non significative. Les concentrations de ce fait en fonction de la dose sont fixées en 3 volets. Il y a des concentrations entre 10 et 15 nanogrammes par millilitre pendant la première période, de 8 à 12 entre 3 mois et une année, et donc les concentrations sont beaucoup plus faibles et les doses de ce fait sont beaucoup plus faibles quand le greffé dépasse une année. Elle est de l'ordre de 5 nanogrammes par millilitre. Résultat, en fin de compte, résultat des courses, en prenant nos malades, on a constaté qu'on avait 22 patients qui étaient initialement surdosés. D'accord ? On avait à peine 14 sujets qui étaient normodosés. Bon, on a essayé de prendre, et c'est ça l'intérêt, de prendre un peu
à tâche et on a essayé de les répartir selon leur dose. On a constaté que pendant la première période, on n'avait pas de problème. Il n'y avait pas un problème de surdosage. La majorité de nos malades étaient normodosés. C'est vers la fin, c'est-à-dire au-delà d'une année, que le nombre de surdosés a augmenté, malgré que les doses étaient inférieures. C'était des doses qui étaient plus faibles, c'est-à-dire environ 65% de nos patients étaient soit sous-dosés ou surdosés. Donc, on a essayé, donc, par une collaboration avec donc, les médecins traitants, on a demandé de faire donc, un réajustement de posologie. Et on l'a fait en 2 temps. Automatiquement, donc, la première réadaptation, on n'a pas gagné grand-chose. Donc, il y a eu que, on a diminué donc, le nombre de malades surdosés, d'accord, alors que le nombre de malades sous-dosés a augmenté. La même chose également dans un deuxième cas, on a redemandé un réajustement, c'est vrai, mais on a constaté que le nombre de malades surdosés est resté presque le même malgré un deuxième réajustement. Donc, je résume dans cette slide à peu près le premier dosage où on passe à peu près donc, de 14 malades. Donc, on était donc dans une période où on n'avait que 4 malades sous-dosés avec 22 malades surdosés. Et là, on constate que la proportion diminue et on est passé donc de 22 à 12 malades qui sont restés quand même surdosés malgré la réadaptation posologique. On a essayé donc de rediscuter et que comparer nos résultats à travers ce qui s'est fait ailleurs, on a constaté que même une étude randomisée qui s'est faite sur un nombre de malades beaucoup plus important que le nôtre, une étude qui a été faite en 2013 en Tunisie, et qu'on ne pouvait pas établir qu'il n'y avait pas une relation dose-concentration plasmatique. C'était impossible de le faire. On s'est dit, on va prendre les malades qui ont la même dose. Et de ce fait, on a constaté que la répartition est totalement hétérogène sur le nombre de malades. Donc ça peut passer avec la main du sous-dosé, normodosé jusqu'au surdosé. La question, c'est que tout pourquoi? Donc il y avait 2 raisons. La première raison, c'est est-ce qu'il y avait, tel que le recommande donc, le consensus, est-ce qu'il n'y avait pas un problème donc d'interaction? On a constaté que ces malades, très souvent traités par certains, donc beaucoup plus dans le cas donc, avec les inhibiteurs calciques, ou les EPP, qui ont une particularité d'être inhibiteurs enzymatiques. Donc automatiquement, ils vont interférer. Et à ce moment-là, on a pris un seul caractère, c'est-à-dire un peu l'atteinte rénale, un donc des principaux effets donc, secondaires. Et on a constaté que dans le premier cas, donc, on a pris que les malades surdosés. Et là, on a constaté qu'on avait 12 malades qui présentaient donc une altération rénale sur le plan biologique. Après donc adaptation de la posologie, on a constaté que cet effet secondaire avait tendance à disparaître aux dépens d'une insuffisance rénale légère. Les mêmes éléments, on a donc, suivant le bilan, on a établi donc un certain nombre de bilans biologiques donc, qui, pour la majorité, étaient non significatifs, donc à part donc, des signes cliniques, et on a constaté essentiellement que pour le groupe 1, c'est-à-dire les malades greffés moins de 3 mois, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus des troubles dyslipémiques avec donc une neurotoxicité, des troubles donc, de l'accommodation. Alors qu'après une année, les troubles neurotoxiques étaient toujours là, avec tout simplement une petite néphrotoxicité. Toujours, je parlerai, c'est toujours ces 5 cas qui sont restés donc permanents avec des signes toxiques. Et là, donc, vous le constatez en majorité que c'est beaucoup plus des signes neurotoxiques et les signes néphrotoxiques. Sauf pour 2 cas où c'est des malades sous-dosés qui ont présenté donc des signes de néphrotoxicité, mais qui étaient des signes de rejet, beaucoup plus. Tous les paramètres qu'on a suivis étaient non significatifs. Il y a un paramètre qui nous a semblé un peu soucieux, et on l'a donc, je l'ai présenté, donc, et que je ne pourrais pas, donc ça reste un peu au néphrologue de nous éclairer, c'est qu'on a trouvé que le taux de cholestérol augmentait chaque fois, donc, par rapport aux mêmes malades entre la première période, la deuxième période
et la troisième période où parfois donc, le taux était multiplié par 6 jusqu'à 10. Maintenant, les questions, est-ce que c'est uniquement un problème d'interaction? Donc maintenant, on parle de polymorphisme génétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Est-ce qu'on a le droit de parler de pharmacogénétique ou de pharmacogénomique? Je dirais tout simplement qu'on a un problème. J'ai dit que le métabolisme du tacrolimus est sous le commandement du cytochrome, qui est la cytochrome P450A3, et qui est également sous un peu le commandement génétique. Et là, donc, il est dit pour la cytochrome 3A5, où on a 15% des Caucasiens qui ont donc un taux élevé par rapport aux Africains. Je vais présenter une étude rapidement par rapport de prendre, c'est pour comparer. Est-ce qu'on se doit de le faire ou pas? C'est une étude clinique randomisée qui a été faite en tenant compte de ce type de polymorphisme sous traitement, parce qu'il y a donc une protéine qui est tronquée, qui est non expresseur par rapport à la cytochrome 3A5. Et on a constaté pour certains malades que les concentrations pour des malades donc non expresseurs et que la posologie doit être doublée pour avoir la même concentration en taux résiduel. Et à ce moment-là, c'est qu'on a, toujours dans cette étude, on a constaté que si ces malades on tenait compte du polymorphisme génétique, on avait une meilleure adaptation et un meilleur résultat, d'accord, de par, je dirais, le métabolisme, et vous avez 3 cas de figure où on a un métabolisme important et de ce fait, les concentrations C0 sont beaucoup plus basses par rapport à une absence de métabolisme et on a des concentrations beaucoup plus élevées. La conclusion de ce travail a démontré que sous contrôle, on avait un survie de patients de 100%, un survie de greffon à 95% et un rejet aigu prouvé par biopsie à 7,1% par rapport à une adaptation, à une posologie adaptée classique qui, quand même, en avait 92% de survie du greffon. La conclusion de ce travail dit, est-ce que donc la détermination des concentrations sanguines des médicaments n'est pas la seule, elle ne peut pas être la seule, ni la meilleure façon de suivre un traitement? Vous allez dire, vous vous contredisez. Non, j'ai dit qu'elle n'est pas uniquement la seule parce qu'il y a d'autres paramètres. Donc le suivi thérapeutique n'a donc pas pour objectif unique de vérifier l'activité thérapeutique d'un médicament, mais facilite l'adaptation posologique parce que dans certains cas, et donc très souvent, elle doit être individualisée, de contribuer à son efficacité, d'accord, pour éviter, surtout dans le cas de la greffe, ça coûte cher un rejet, d'accord, de prévenir sa toxicité et de voir et suspecter une non-compliance. Donc, de ce fait, je dirais en un mot, une prescription rationnelle, parce que c'est un problème d'argent. Je terminerai ma conclusion par 2 citations. C'est Pythagore qui dit que ce qui ne peut être nourriture pour certains, ce qui peut être nourriture pour certains, peut être un poison violent pour d'autres. En citant Pythagore, parlait du favisme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà, à 170 avant Jésus-Christ, déjà, on a suspecté le déficit en G6PD. Maintenant, si on veut aller de l'avant, d'accord, au XXe, c'est qu'il faudrait donc s'améliorer. Et il est souvent dit que l'incapacité à s'améliorer est la seule maladie qui est mortelle. Donc, il est impératif, à mon sens, qu'au-delà, pour les généticiens, pour beaucoup, la population algérienne doit être évaluée par son polymorphisme. C'est vrai que ça peut pas être un examen de routine, mais chez nous, parce que ce n'est pas un problème du tacrolimus ou des immunosuppresseurs. On a un gros problème dernièrement avec un antituberculeux, l'INH. On a perdu une malade parce qu'on n'est pas arrivé à adapter sa posologie. Est-ce qu'on est allé acétyleur lent, acétyleur rapide, etc. Donc, est-ce qu'il n'est pas souhaitable de mettre en place un peu une étude de cette population algérienne? Parce que ce qui est vrai pour les essais d'autrui n'est pas automatiquement vrai pour la population algérienne. Je vous remercie.